Ouh. Bonjour tout le monde, bienvenue à Futurcast. On essaie de réfléchir sur le futur et le présent. J'enregistre cette vidéo fin octobre 2020 et nous faisons actuellement face à la deuxième vague du coronavirus. Nous sommes dans une période assez extrême en termes de fake news, de manipulation, de fausses données, d'angoisse, de peur, avec l'approche des élections aux États-Unis, avec la deuxième vague qui est là, avec cette pandémie qui nous affecte tous, des difficultés économiques, le manque de confiance dans les autorités, la société. C'est une sorte de tempête parfaite où est en train de ressortir une suite de croyances, de conspirationnisme, au point où on en arrive à une secte comme QAnon. Et du coup, je voulais profiter de cette occasion pour réfléchir ensemble à comment faire face à ça, comment discuter avec les autres, comment réagir à ce qui peut débarquer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je pense qu'on est tous confrontés en ce moment à ces difficultés qui s'observent un peu partout. Et c'est pas toujours évident de savoir comment réagir. Donc je voulais réfléchir avec vous à quelques outils qui existent pour faire face à tout ça. Alors, on est vraiment dans une époque très particulière, que ce soit Trump ou les conspirationnistes. Une manière de l'analyser, qui est celle que moi j'adopte, c'est de le voir comme le symptôme de tout ce qui ne va pas dans la société. On est à une époque où le changement climatique est en train d'entrer dans une phase d'accélération, dans en tout cas les impacts que l'on voit. Je pense que on est nombreux à ressentir à la fois et à observer autour de nous un rejet de plus en plus fort de tout ce qui prend les atours de l'autorité dans les hommes politiques, dans les autorités, dans les scientifiques, avec l'augmentation des inégalités, la victoire presque totale d'une forme de néolibéralisme sur les 30-40 dernières années. Ça a vraiment fait beaucoup de mal en fait aux sociétés dans lesquelles on vit, et ça a créé et amplifié des vulnérabilités inhérentes. Une des grandes vulnérabilités de nos sociétés occidentales à nous, c'est l'aspect multiculturel avec la question de l'identité. Et il y a clairement quelque chose qui s'observe dans une rencontre entre la mondialisation et des gros problèmes d'identité, une sensation d'abandon de la part de l'État, de la part des services publics, avec un recul de ces services publics qui est observable dans la quasi-totalité des pays développés. On ne peut certes pas comparer ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passe en Europe et en France, mais malgré tout, quand on regarde les statistiques, on voit très bien qu'il y a une augmentation des inégalités sur les 10 dernières années, qu'il y a un retour des conflits, un retour de difficultés économiques, un recul de l'espérance de vie avec une vie de qualité. Tout cela, il me semble, et d'après ce qu'observent les spécialistes, alimente un manque de confiance, un rejet et une envie finalement de fuir la société. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer quand j'ai habité en Ariège, avec beaucoup de personnes qui fuient tout ce qui est le système, que ce soit le système de soins pharmaceutiques avec les médicaments, que ce soit le capitalisme, le consumérisme. Il y a de plus en plus de gens qui ne se reconnaissent pas dans le travail qu'ils peuvent faire, dans la société dans laquelle on vit. Je pense que ce sont des banalités que je dis là, mais ce sont des choses qui sont observables, quantifiables et qui s'observent statistiquement dans les analyses qui sont faites des sociétés dans lesquelles on vit. Alors, une fois qu'on a posé ces bases-là, la société dans laquelle on vit, les difficultés qu'on rencontre, les difficultés économiques, l'impression qu'on ne nous écoute pas, l'impression que le système est contre nous, que la mondialisation ne joue pas en notre faveur, mais joue en faveur des grandes compagnies qui derrière exploitent les vulnérabilités qu'on peut avoir. Une fois qu'on a constaté que cette impression qui est de plus en plus forte chez beaucoup de personnes, qu'on ne prend pas en compte leurs besoins, d'être rejetés, qu'on ne les écoute pas, et aussi d'une distanciation, d'une incohérence de plus en plus forte entre les perceptions qu'on a individuellement, la sensation qu'on a, et ce qui peut être le résultat de la recherche scientifique. Donc non seulement il y a cette sensation d'être ignoré, rejeté, qu'on ne tient plus compte de nous, de ce décalage entre ses valeurs à soi et les valeurs que la société nous renvoie, que les médias renvoient. Du coup, une fois qu'on a observé ça, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une raison à la rage, à la colère, au rejet, en fait. Et ça devient de plus en plus difficile de faire ressortir la parole de spécialistes, en particulier de scientifiques, qui peuvent travailler sur des sujets précis.
Et c'est là où on arrive à cette épidémie qui est absolument désastreuse. C'est dans ce contexte que des personnes, des gourous, des médecins, des personnes politiques, des personnes qui expriment leur opinion et qui ont une plateforme médiatique sont apparus ou sont devenus soudain célèbres et se sont mis à exploiter le fait que nous sommes très nombreux à ne pas avoir de culture scientifique, à ne pas avoir de base en physique, en biologie. Et cette vulnérabilité vient se mélanger à un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a tous des croyances, j'ai des croyances, vous avez des croyances, et ces croyances, si on ne fait pas attention, nous rendent vulnérables à des arguments qui vont dans notre sens. Et je vais aller droit dans ce qui va pas plaire à tout le monde, mais si on regarde un personnage politique comme Raoult. Raoult débarque sur la scène et nous dit « les élites sont corrompues », le reste des décisionnaires politiques, des médecins racontent n'importe quoi, ils savent pas de quoi ils parlent, moi je sais de quoi je parle. Et cette posture politique est une posture politique et non pas scientifique. Je voudrais faire qui est vraiment sur une problématique en fait qui est difficile à comprendre quand on ne connaît pas intimement le processus d'élaboration de la connaissance scientifique. C'est que le fait d'avoir publié 3000 études scientifiques, c'est du pipeau. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Et c'est pas un jugement sur le fait que cet argument ait pu vous convaincre, ait pu convaincre d'autres personnes. Quand on ne sait pas comment fonctionne la recherche scientifique, c'est un argument qui peut être tout à fait crédible. Une personne, plus elle publie, plus ça vaut. Sauf que quand on va regarder d'un peu plus près, on constate qu'il y a d'énormes problèmes de qualité des publications, que par ailleurs, si vous en discutez avec n'importe quel chercheur scientifique, il vous dira c'est impossible, c'est absolument impossible de contribuer positivement, activement à une telle quantité de publications. Plusieurs centaines de publications par an, c'est impossible. Déjà faire 10, 15 publications en une année, c'est absolument énorme. Et donc cet argument qui est un argument d'autorité, qui de la part d'une figure habillée avec la blouse blanche, la barbe qui fait bien, avec l'attitude, anti-système et à la fois représentative d'un système, parce qu'au final, on a devant nous un Raoult, grand médecin. Ben en fait, quand on ne sait pas fouiller d'un peu plus près, quand on ne sait pas comment fonctionne la recherche, c'est crédible, c'est convaincant. Et c'est là où c'est franchement très très frustrant pour quelqu'un comme moi qui, en regardant l'analyse qui est faite par des spécialistes, et surtout des spécialistes en dehors de la France, parce que on peut très bien se dire en France, il y a un affrontement d'ego. Pourquoi pas, ça s'entend. Mais si on sort de France et qu'on regarde les analyses qu'il y a de par le monde de la majorité des spécialistes, des épidémiologues, des chercheurs dans le domaine, dans ce domaine médical, on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Les gens, ces spécialistes-là, hein, l'immense majorité regardent les travaux de l'IHU de Marseille, regardent ce qu'il a sorti, regardent les arguments qu'il sort et se met à rire. Là aussi, j'ai pas d'autres mots. Le but, c'est pas de ridiculiser, c'est pas de minimiser, mais simplement quand on regarde de près les arguments, une fois qu'on enlève la parole politique de ce personnage, ce qu'il peut dire dans ses vidéos, ce qu'il peut dire dans les articles de la presse qu'il publie, on se rend compte que ça ne tient pas la route, que c'est du vide. C'est là où j'en reviens au biais de confirmation. Si vous, par exemple, vous écoutez Raoult et qu'en fait ça s'accorde avec votre vision de la France, de Macron, de la politique, que vous êtes déjà persuadé que le système est corrompu, que tout est régi par le profit, par exemple, ou en tout cas que ça a une importance très forte, c'est très facile et c'est logique de se dire « mais oui, mais il a raison, c'est normal, c'est cohérent avec ce que je crois ». Cette notion de cohérence, en fait, ce biais de confirmation qui va venir confirmer ce que vous croyez déjà, c'est un piège. Et c'est un piège pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que cette idée qu'on vous propose, que ce que Raoult vous propose comme vision du monde, moi j'ai raison, les élites ont tort, il y a des intérêts cachés qu'on ne vous dit pas, la chloroquine ne coûte pas cher, et ce sont des attaques personnelles contre moi de par leur ego, mais qu'en fait ils n'ont pas d'argument. Ce qu'il vous propose en fait, c'est une vision du monde, c'est un élément, un morceau de vision du monde qui vient rentrer dans ce que vous croyez déjà. Et ce que la recherche sur ces biais en fait de confirmation montre, c'est que plus un élément que vous lisez s'accorde avec ce que vous croyez déjà, moins vous allez le vérifier. Et c'est là où ce populisme, cette démagogie, c'est de la politique pure. Et ce que fait Raoult, c'est un discours politique. Qu'il le veuille ou non, ce qu'il propose, c'est un discours politique et pas un discours scientifique.
Ce que Raoult dit n'est pas entendable et pas acceptable et n'a pas de valeur sur le plan du savoir, sur le plan de ce qu'il dit aurait un rapport avec la réalité. Par contre, ce qu'il dit en fait a un rapport direct avec vos croyances à vous, avec les croyances des gens, non pas ce qu'ils savent sur le monde, mais ce qu'ils sont persuadés savoir. Je m'explique. Quand Raoult parle et exprime toutes ses croyances finalement sur comment fonctionne le monde, et quand c'est cohérent avec ce que vous croyez déjà, vous n'allez pas aller vérifier de près la valeur scientifique de ce qu'il dit. Est-ce qu'il a raison ou pas sur la chloroquine, si elle fonctionne ou pas? Parce que si vous croyez que tout est déjà corrompu, alors quel moyen vous auriez de vérifier que les études de Raoult sont bien et confortent ce qu'il dit sur la chloroquine? Parce que si vous croyez déjà que finalement le système est corrompu, ce qu'on va vous proposer en face, il y a une étude qui sort à Paris, aux États-Unis ou dans d'autres pays, vous allez avoir tendance, comme fait Raoult en fait, à rejeter tout ce qui va contre le sens de ce que dit Raoult. Et c'est logique, c'est cohérent avec cette vision du monde que tout est corrompu. Et c'est là où finalement ce discours de Raoult est très très fort. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a observé à plein de reprises. Et le point clé de ce discours, c'est qu'il n'est pas falsifiable. Alors, si jamais vous ne savez pas ce que veut dire falsifiable, ça veut dire qu'une information est vérifiable. Ça veut dire que si je vous avance que la chloroquine ne marche pas, cette affirmation est falsifiable si vous pouvez aller la vérifier. Si on peut se mettre d'accord sur comment et par quel procédé on peut la vérifier. Moi, la manière dont je vais aller vérifier mes informations, c'est que je vais aller chercher le consensus scientifique, mais le consensus scientifique des spécialistes du domaine sur la base de leurs publications et idéalement des méta-études qui peuvent être sorties. Et c'est là où, là encore, l'IHU de Marseille fait très fort quand ils sortent une méta-étude, et c'est important pour moi de le mettre entre guillemets, parce que cette méta-étude, sur sa méthodologie, est tout simplement catastrophique. J'ai pas d'autre mot. Elle est ridicule. Elle est méthodologiquement risible. Elle met côte à côte des études dont la méthodologie n'a rien à voir, les compare et dit cette étude qui a un nombre important de personnes a beaucoup moins de valeur que cette étude observationnelle que nous avons faite sur 10, 15 patients, 20 patients. Et du coup, ce qui est fascinant, c'est que Raoult et finalement les personnes qui le soutiennent utilisent les atours du langage scientifique, mais ce qui est caché derrière est tout sauf scientifique. Ce sont les mots qu'ils utilisent, c'est les bons mots, c'est les bons mots-clés, méta-études, preuves, données. Mais quand on fouille d'un peu plus près, méthodologiquement, sur la manière dont on démontre qu'est-ce qui est vrai ou pas, c'est ahurissant. C'est incroyable, ça ne tient pas la route. Si Raoult se retrouvait à une conférence devant un groupe de ses pairs, des spécialistes en épidémiologie, on lui rirait au nez. Il y aurait peut-être 2-3 personnes qui le soutiendraient, mais ce qu'il proposerait méthodologiquement, ce qu'il proposerait comme preuve, serait non seulement non recevable, mais le décrédibiliserait et le décrédibilise auprès des autres spécialistes du domaine qui ensuite sont ahuris de le voir passer sur les plateaux télé, dans les journaux, parce que les arguments qu'ils avancent ne sont pas des arguments scientifiques, mais sont des arguments de croyance, de biais de confirmation, et sont des arguments politiques. En politique, on argumente et on propose ses croyances. La gauche, la droite, peu importe comment on classifie les gens, nous partageons et nous avons en commun des croyances sur le monde et sur ce qui est désirable, sur quelle est la société dans laquelle on voudrait vivre. Ça, c'est la politique. Qu'est-ce que moi je veux de la société? Qu'est-ce que je crois être le plus important? Quelles sont mes valeurs et quelles valeurs je partage avec tel homme politique, avec telle personne? En science, quand on cherche à savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas, ma valeur, on s'en fout. Quelle importance ça a que je sois persuadé que la chloroquine, elle marche ou marche pas? Moi, ma croyance personnelle, on n'en a rien à faire. La croyance personnelle d'une personne qui a pris de la chloroquine, là aussi, on n'en a rien à faire. Mais pas parce que ce qu'a vécu cette personne n'est pas important. Ce qu'a vécu chaque personne, c'est important. Mais c'est important dans la donnée que ça apporte. C'est important statistiquement. C'est important, parce que c'est important d'écouter les gens, d'écouter leur vécu, leurs croyances. Et ça, il ne faut jamais le nier. Jamais, jamais, jamais. Ce que vous avez vécu, ce que vous croyez, c'est important pour vous. Et rien que ça lui donne de la valeur. Mais par contre,
Si pour vous, la chloroquine, vous êtes persuadé que ça a marché, vous n'avez, vous, aucun moyen de me prouver à moi, de prouver au reste du monde que c'est parce que vous avez pris de la chloroquine que vous avez guéri, que vous êtes allé mieux. Et c'est là où on rentre dans un truc très compliqué. Une expérience individuelle ne fait pas des statistiques. Votre vécu ne prouve pas une causalité. Il n'est pas possible de déduire une causalité à partir d'une expérience individuelle. C'est juste pas possible. Vous n'êtes pas équipé, je ne suis pas équipé, il n'y a pas un seul être humain ou être vivant sur Terre qui est équipé cognitivement pour déduire correctement quelles sont les règles de l'univers, quelles sont les règles qui s'appliquent à ce qu'il a vécu. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est une corrélation, et encore au mieux. Un des exemples les plus classiques, c'est la grippe. La grippe dure, statistiquement, 4 jours. Vos symptômes s'améliorent au bout d'un moment. C'est un retour à la normale. Ça va aller mieux. Que vous preniez quelque chose ou pas, ça va se faire en 4 jours. Si vous prenez quelque chose au 2e ou au 3e jour, et que vos symptômes s'améliorent, vous allez vous dire, mais c'est parce que je l'ai pris que ça va mieux. Mais vous n'avez aucune manière de comparer entre je l'ai pris et ça va mieux, et je l'aurais pas pris, et ça aurait été pareil. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de pointer du doigt ces difficultés finalement méthodologiques. Et je reviendrai dans toutes mes vidéos, dans tout ce que je vais faire, sur la question de la méthodologie et de comment on sait ce qu'on sait. Parce que c'est ça qui fait vraiment la différence. Moi, j'ai rien contre Raoult. La plupart des gens que je connais qui argumentent contre Raoult, qui argumentent sur l'absurdité finalement d'écouter cette personne, nous n'avons rien personnellement contre Raoult. C'est pas une histoire d'ego. Moi, que la chloroquine, elle marche ou pas, j'en ai rien à faire. Quelle importance ça a? Tout ce qui m'importe, c'est est-ce que nous, tous ensemble, nous arrivons à aider le plus de gens possible, à sauver le plus de vies possible. Et d'ailleurs, à ce titre, je tiens à préciser, je ne suis payé par personne, je ne reçois d'argent de personne, certainement pas d'une quelconque entreprise de pharmacie ou autre. Ce que j'exprime, ce sont mes opinions, de la première à la dernière chose. Et j'essaye, du mieux que je peux en tant qu'être humain, de faire en sorte de repérer mes croyances et de les séparer, de les mettre de côté. Moi, quand j'écoute Raoult, ce qui m'importe, c'est pas de savoir si ce qu'il dit, ça correspond à ce que je crois, mais c'est d'essayer de repérer. Est-ce que ce qu'il dit correspond à la vérité, à la réalité? Alors ce mot de vérité il est terrifiant, mais au final, on peut l'expliquer autrement. Est-ce que quand Raoult parle du monde autour de moi, parle de l'expérience des gens, est-ce que ça a une valeur statistique? Est-ce que ce qu'il dit permet de prédire ce qui va se passer? Est-ce que ce qu'il dit permet de prouver que la chloroquine, ça marche? Est-ce que ça permet de prouver qu'il a raison quand il dit qu'il ne va pas y avoir de deuxième vague? Est-ce qu'il a raison quand il dit que ça ne va pas faire plus de morts que de trottinettes? Si je prends des affirmations de Raoult et que je regarde dans le temps ce qu'il a dit, est-ce qu'il a raison? Est-ce que ce qu'il dit, c'est de manière démontrable, correcte, dans ce qu'on a pu observer de la réalité par la suite? J'en reviens maintenant aux croyances. Si vous, là, qui m'écoutez, vous êtes persuadé que tout est corrompu et que tous les politiques sont achetés, vous allez avoir une manière d'argumenter contre laquelle je ne vais rien pouvoir faire. Vous allez me dire, les chiffres sont faux, les études scientifiques sont manipulées, elles sont achetées, toutes les personnes qui argumentent contre Raoult sont achetées, elles sont payées ou elles le font parce qu'elles ont été manipulées. Les hommes politiques, ils prennent leurs décisions pour des raisons cachées. Et au final, ce que vous affirmez n'est pas falsifiable. Et moi, c'est là où j'ai une grosse difficulté à argumenter contre ce genre de choses que je peux observer sur Twitter, sur Facebook, de personnes que je vois en fait basculer dans cette croyance, dans cette vision du monde au moins, qui est Raoult a raison et tout le reste a tort. Donc moi, si je vous dis, je regarde les spécialistes autour du monde, je regarde le consensus scientifique qui existe aujourd'hui autour de la chloroquine. Et ce consensus, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, et ce point-là est toujours important, mais jusqu'à preuve du contraire, et sur la base des études en France et de par le monde, pour l'instant, nous avons des éléments de consensus qui nous pointent vers le fait que la chloroquine ne marche pas. On n'en est plus au point où on ne sait pas. On en est au point où on a des preuves concordantes, suffisantes, pour pointer du doigt qu'il n'y a pas d'utilisation connue de la chloroquine qui justifie de l'autoriser. Alors ce débat, vous en avez peut-être, comme moi, marre. Moi je trouve finalement ce débat comme un prétexte très intéressant pour réfléchir à comment on sait ce qu'on sait. Parce qu'au final, tout le reste vient de là.
Si ce que vous me dites n'est pas falsifiable et que vous me dites que tout est manipulé par les gouvernants, par de l'argent, c'est une affirmation politique et de croyance. Et là où moi je voudrais essayer de vous proposer finalement une autre manière de voir les choses, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez des scientifiques autour de vous. Si vous n'en connaissez pas, allez à la rencontre de scientifiques. Moi, j'essaie d'argumenter auprès de mes amis scientifiques, auprès des personnes qui font de la recherche que je connais, d'essayer d'aller vers les gens. Parce que il y a un truc bizarre qui se passe quand on apprend à connaître des gens. Et en particulier des gens avec qui on n'est pas d'accord ou des gens qui font autre chose que nous dans la vie, qui ont des croyances différentes. C'est qu'on se rend compte que des moutons, il n'y en a pas beaucoup. Les gens, ils sont pas cons. Ils sont pas bêtes. La plupart des gens ne sont pas bêtes. On n'est pas des monolithes. Moi, si vous aimez pas ce que je dis, ce qui est tout à fait entendable, vous pouvez très bien vous dire que je suis naïf, que je ne comprends pas dans quel monde corrompu on vit. Ou vous pouvez imaginer que je sois payé par quelqu'un ou manipulé par les médias, par d'autres personnes. Moi, au final, je trouve ça une argumentation très pauvre, très faible. Et surtout, c'est une attaque ad hominem, c'est-à-dire que vous allez attaquer qui je suis et non pas les arguments que j'avance. Moi, quand je vois beaucoup de personnes sur des réseaux sociaux, par exemple, qui argumentent avec cette idée que tout est corrompu et qu'on peut faire confiance à rien, ça contredit profondément plusieurs choses que j'observe et qui sont statistiquement observables sur le monde dans lequel je vis. La première, c'est que je connais beaucoup de chercheurs. Je connais des gens qui font de la recherche scientifique dans différents domaines. Et il n'y en a pas un seul qui se plierait devant une manipulation, devant une autorité qui le forcerait à dire quelque chose qu'il ne croit pas ou qu'il sait être faux. La deuxième, c'est la compétence. J'entends souvent l'argument que les médecins ne savent pas ce qu'ils disent, qu'ils répètent bêtement ce qu'ils ont appris à l'école. Les médecins font une décennie d'études à l'université pour une raison très simple. C'est que la médecine, c'est très, très, très compliqué. Les chercheurs qui sont déjà là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce ne sont pas des moutons. Ce ne sont pas des gens qui répètent bêtement ce qu'ils ont appris. Alors, c'est des humains. Ils ont un ego, ils ont des croyances, ils peuvent avoir tort. Mais de là à se dire que tout un domaine scientifique, que tout un groupe de personnes, dans son ensemble, peut être manipulé, pour qu'on en arrive au point où des personnes qui représentent une minorité, comme Raoult et d'autres médecins qui peuvent le soutenir, ont raison contre la majorité, c'est arrivé dans l'histoire. Mais c'est arrivé, statistiquement, très peu. Et c'est là où pour moi c'est quelque chose qui a trait à la nature humaine en fait, à ce qu'on est en tant qu'humain. Croire que les gens qui pensent différemment de nous le pensent parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils sont manipulés, c'est un peu facile. C'est un peu ignorer la réalité dans laquelle on habite. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manipulations, qu'il n'y a pas des conspirations. Oui, ça existe. Mais l'échelle à laquelle ça arrive, ou la facilité avec laquelle on les découvre, n'ont rien à voir avec ce qui est proposé quand on nous dit « Big Pharma contrôle tout », ou les politiques sont tous corrompus, ou les médecins, les chercheurs dans le domaine qui sont en désaccord avec Raoult sont tous achetés, tous corrompus, ou c'est tous par ego qu'ils disent le contraire de ce qu'il dit. Je trouve ça un peu facile. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez ne pas être convaincu. Mais la meilleure manière pour moi de vous argumenter ça, c'est de vous proposer d'aller à la rencontre de chercheurs. Pas d'un, pas de deux, pas de gens qui sont d'accord avec vous. Mais d'essayer de parler à un plan humain avec des personnes qui sont en face de vous, qui sont dans ces domaines. D'essayer d'écouter au-delà du désaccord, au-delà du scandale, au-delà de ce qui est le plus extrême, d'essayer de voir un peu comment fonctionnent ces gens. Donc pour conclure cette vidéo, Raoult, il est charismatique, c'est un beau parleur, il est charmeur, il sait parler aux gens, il sait sembler convaincant. Mais ces qualités humaines, politiques, est-ce qu'elles en font quelqu'un qui a raison? Et moi, c'est ça la question que j'aimerais vous poser. Pourquoi Raoult aurait raison contre l'immense majorité de sa communauté scientifique? Il est tout à fait possible d'avoir raison sur le diagnostic que vous faites, que je fais de la société, de tout ce qui ne va pas, sans que ce diagnostic ne prouve que Raoult ait raison. Autrement dit, il est tout à fait possible d'avoir raison quand on pointe du doigt ce qui ne va pas, sans pour autant avoir raison sur quelle est la solution, sur la méthodologie de comment on résout ce problème. Par exemple, il est tout à fait possible de pointer du doigt ce qui pose problème dans les entreprises pharmaceutiques, des conflits d'intérêts, des problèmes de pratique vis-à-vis de médecins, vis-à-vis de médicaments, sans pour autant arriver à la conclusion que tout est pourri, que rien ne marche, que la médecine est fausse, que les médicaments ne marchent pas. Ces deux composantes
les problèmes qu'on constate, les choses qu'on en déduit sur la solution à faire, à savoir arrêter de prendre des médicaments, que les vaccins ne marchent pas, que tout est pourri, ces deux choses, c'est vraiment important de les séparer. Et dans le cas de Raoult en particulier, ça s'applique plus que jamais. On peut très bien être subtil dans sa pensée, reconnaître les problèmes qu'il y a sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sans pour autant en déduire que tous ceux qui sont contre Raoult sont pourris. Finalement, ce qui est frustrant avec Raoult, c'est qu'au lieu d'appliquer la méthode scientifique et de s'adresser à ses pairs à travers des publications scientifiques, il est préféré court-circuiter cette méthode difficile et rigoureuse des publications scientifiques, en préférant s'adresser directement au public qui n'a pas forcément les codes pour analyser et distinguer au niveau méthodologique et qualitatif les publications qu'il a faites et la valeur de ce qu'il avance. Il a fait perdre un temps vital et très limité déjà à la recherche et à la santé publique. C'est ça qui est tellement frustrant pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. C'est que tout ça, ça coûte des vies. Tout ça, ça crée de la souffrance. La frustration de tellement de spécialistes et de scientifiques à ce sujet, finalement, c'est qu'en contournant son domaine scientifique, Raoult passe pour un grand gourou et un spécialiste de son domaine et peut prétendre que les critiques valides qu'il reçoit de ses pairs n'ont pas de valeur, simplement parce qu'il sait beaucoup mieux qu'eux utiliser les outils numériques, les outils de communication. La science, fondamentalement, c'est pas ça. Le savoir, l'accès à la vérité, ce n'est pas ça. En science, vous pouvez être aussi ennuyeux que possible, ça ne change rien à la qualité des données que vous avancez et à la méthodologie sur laquelle elles s'appuient. Et au final, dans le cas de Raoult, je vous invite à vous poser la question de quel est le destinataire du message de Raoult? À quel public est-ce qu'il parle? Raoult ne parle pas aux scientifiques, il ne parle pas aux spécialistes, il ne parle pas aux personnes à travers le monde qui travaillent sur ce sujet et qui savent de quoi il parle. Raoult parle à des gens comme moi, comme vous, qui n'avons pas forcément les codes et qui par conséquent peuvent laisser se convaincre par la forme du discours et non pas son fond. Or, ce n'est pas parce que vous êtes convaincu de quelque chose et que vous avez une intuition que le monde fonctionne de cette manière. Un peu d'humilité nous fait du bien à tous. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Futurcast, que j'espère très prochain. Un avertissement avant de vous quitter, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas spécialiste d'un domaine, mais j'essaye de comprendre et de partager avec vous, non pas mes croyances, mais les conclusions auxquelles arrivent différents domaines scientifiques avec les consensus qui sont les leurs. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, et je vous invite à exprimer votre opinion de manière respectueuse et sans insulte dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas par ailleurs à me faire remonter des erreurs, des problèmes méthodologiques. Je serai ravi d'améliorer et de corriger ce que je dis et la manière dont je fais ces vidéos.